On se retrouve aujourd'hui autour du sujet de l'autorité thématique et sémantique. À cette occasion, j'ai l'honneur de partager la scène avec Michael Priol, qui est CEO et fondateur de la plateforme Netlinking, également CEO de Yuda et un conférencier de renom dans l'univers du SEO. Bonjour à toi, Michael, et un grand merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Merci beaucoup, Julie. De mon côté, je suis également très content de pouvoir co-animer ce webinaire avec une spécialiste de la stratégie éditoriale. Après avoir été content manager, tu t'occupes aujourd'hui de la montée en compétence des clients de SEMJ, à la fois sur la prise en main de l'outil et puis sur le SEO. On attaque? Ouais. Alors, je vais commencer par vous présenter nos 3 outils qui vont nous avoir permis de bâtir cette stratégie sur l'autorité thématique de vos sites. Le premier outil, ça va être Yuda, qui va vous permettre d'identifier les meilleurs segments de marché sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Il va vous permettre également de suivre l'évolution de vos progrès. Et pour aller plus loin, il va aussi vous permettre d'espionner la stratégie de vos concurrents, ce sera utile. Tout simplement, Yuda, c'est l'outil qui vous permet, en tant que SEO ou SIA, de communiquer entre vous et puis de communiquer avec vos directions marketing. Autre outil qu'on va utiliser, c'est la plateforme Netlinking. Obtenir des liens, c'est compliqué, surtout si on veut des liens dans la bonne thématique et fort en autorité. C'est les fondements de Netlinking, plus de 10 000 sites exclusifs qui sont majoritairement orienté justement sur la thématique des sites avec de la puissance. Et donc, c'est plus simple souvent d'acheter ces liens plutôt que d'espérer qu'ils viennent nous voir. Et SEMJ, je te laisse en parler, Julie. Ouais. Et en ce qui concerne SEMJ, effectivement, on a une plateforme d'optimisation sémantique, SEO également, une aide à la rédaction propulsée par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on comptabilise 300 clients répartis dans 15 pays à travers le monde. Voilà, donc on s'internationalise de plus en plus et on comptabilise aujourd'hui plus de 50 collaborateurs. Au menu du jour, donc on vous a proposé le sommaire que voici. Déjà, petit point théorique en première partie, pourquoi travailler son autorité thématique et évidemment une petite définition de ce qu'est l'autorité thématique. Ensuite, on vous projettera dans le concret avec les actions que l'on vous recommande de mettre en place dans le cadre de votre stratégie et on terminera avec des petits tips, les outils que l'on vous recommande dans un souci de gain de temps et d'efficacité. Et pour démarrer, qu'est-ce que l'autorité thématique et à quoi cela va nous servir? Alors, l'autorité thématique, en fait, vous verrez, il y a 2 définitions. Il y a le côté netlinking et le côté contenu. Et c'est ce qui est intéressant dans ce webinaire, c'est que nous sommes 2 à être présents. Donc, alors, côté lien, Google mesure 3 choses finalement quand il analyse vos liens. Il y a la thématique, la sémantique et la puissance. La puissance, c'est quoi? C'est le PageRank. C'est la quantité de liens que vous recevez, qui reçoivent eux-mêmes des liens. C'est le cœur de l'algorithme, c'est toujours présent malgré ce qu'on nous dit, et c'est toujours central. Google améliore son algorithme constamment, mais n'est pas en train de le changer. Et voilà, donc la puissance est toujours important. L'autorité, c'est ce qu'on appelle le PageRank thématique. C'est des PageRank calculés dans différentes thématiques. Et là, Google mesure votre autorité finalement dans votre industrie. C'est un élément fondamental qui va nous permettre d'aller plus loin qu'uniquement la puissance et ne pas oublier la pertinence. Il faut que vous receviez des liens de sites qui sont proches sémantiquement du vôtre et dans des contenus. Un lien doit faire du sens, c'est-à-dire qu'un lien prolonge l'information et n'est pas juste là pour être posé sur place. Alors, le problème dans le netlinking, c'est de pouvoir mesurer finalement l'impact des liens que vous recevez. Et on parle aujourd'hui d'autorité, l'outil le plus couramment utilisé, voire presque on va dire le seul à nous permettre d'avoir une idée. J'insiste sur cette notion d'idée, je le détaillerai tout à l'heure. C'est Majestic avec son fameux Trust Flow. Le Trust Flow, c'est une valeur qui va de 0 à 100, mais c'est une valeur logarithmique. Ici, vous voyez, on va comparer 50 et 30. 53 et 33. En fait, 33, c'est 100 fois plus faible que 53. Et alors, on ne voit pas très bien sur ce graphique, mais si j'agrandis cette partie-là, je compare 29 à 33, le 29 est 4 fois plus faible que le 33. Voilà. Donc, plus votre site sera fort en autorité dans votre thématique, mieux ce sera. Alors, pour vous donner un petit indicateur, une valeur de 30, c'est déjà très correct. Donc, cette autorité sémantique qui vient compléter finalement cette autorité thématique
pour un petit exemple, j'ai pris la requête Voyage Cuba. On a ici les 10 premiers résultats. On voit que ce sont tous des sites avec une bonne autorité, avec plutôt des valeurs. Alors, vous voyez, des fois, il y a des petits accidents. On va avoir des 25 qui vont être plus faibles ou qui vont pas être dans la même couleur. Le bleu ciel, pour ceux qui ont l'habitude du trust flow, c'est le recreation. Et ici, si on passait la souris, on verrait que c'est du recreation travel, donc la bonne autorité dans l'univers du voyage. Mais ça ne suffit pas. Et alors, malheureusement, il n'y a pas d'outil qui vous donne cette information. J'ai dû le faire à la main. Je suis allé regarder dans chacun de ces sites combien ils avaient de pages qui parlent de Cuba. Et on voit que si un site n'a pas au moins 50 pages qui parlent de Cuba, il ne remontera pas sur la requête Voyage Cuba. C'est l'autorité sémantique ou l'autorité thématique côté contenu dont vous parlera Julie tout à l'heure. Et puis, je te laisse donner ta définition de l'autorité thématique. Effectivement, ouais. Du point de vue du contenu, l'autorité thématique, c'est un concept selon lequel un site est la référence poussée donc par les moteurs de recherche, donc comme Google, autour de la thématique donc, que l'on travaille. Donc, il faut savoir que c'est un concept qui est pas nouveau, hein, l'autorité thématique, et malgré donc toutes les mises à jour algorithmiques que l'on a pu connaître sur Google, donc on a à chaque fois cette liste des grands gagnants, des grands perdants, avec son lot de nouvelles mécaniques à privilégier. Et pour autant, le constat, il est sans appel. Systématiquement, parmi les grands gagnants, on comptabilise donc que ce sont les contenus les plus exhaustifs, les plus utiles, autrement dit finalement les plus qualitatifs, qui vont gagner systématiquement en visibilité. Voilà. Et à quels objectifs va répondre le travail de l'autorité thématique? Déjà, le premier, le développement du trafic, évidemment, puisqu'on va chercher à générer du trafic et in fine du business en positionnant un maximum de contenu sur la thématique en question afin d'être plus visible par les utilisateurs. Et puis, on a également cet objectif d'image de marque cette fois-ci, puisqu'on va souhaiter asseoir sa légitimité sur la thématique en question pour devenir cet acteur incontournable, cet expert sur le sujet. Alors, plutôt qu'un long discours, je vais partir sur un exemple concret, justement, comment on va pouvoir bâtir cette autorité à la fois au niveau éditorial et puis au niveau des liens. Il y a 2 ans maintenant, suite à une conférence, alors je fais un peu de pub, désolé, au SO Camp, mais ce sont nos amis à tous deux, quelqu'un est venu me voir après, voilà, je m'occupe du site de la vallée de la Dordogne, c'est super ce que vous dites, on a un problème, on va bientôt accueillir un événement, on n'a pas le droit de dire quel est cet événement, et on voudrait bénéficier de la notoriété de cet événement quand l'annonce sera officielle, c'est un événement d'envergure mondiale. C'est un peu questionné parce que j'avais besoin de savoir vers où on allait pour pouvoir les aider. Ils m'ont dit, bah voilà, nous allons être la dernière étape du Tour de France. On va accueillir à Rocamadour le contre-la-montre. C'est là où va se décider la victoire du Tour de France, mais on ne peut pas en parler. Ok, Tour de France, c'est quand même une requête très très concurrentielle. De mémoire, on est dans les 550 000 recherches mensuelles. Grosse ambition pour eux et ils n'ont aucun contenu sur le Tour de France. Ils n'en parle pas. Et on ne pouvait pas parler du Tour de France. Donc la stratégie que je leur ai proposée, c'est on va commencer avec ce que j'appelle la pyramide des ambitions. C'est-à-dire qu'avant d'aller attaquer le Tour de France sur une page Tour de France, et puis on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Voyage Cuba, hein, il ne suffit pas d'avoir une page pour remonter sur une requête, et Voyage Cuba est beaucoup moins concurrentiel que Tour de France. Il faut tout un environnement sémantique que vous expliquera Julie tout à l'heure. Donc je leur ai dit, voilà, on va d'abord construire cet environnement en parlant du cyclotourisme, de l'histoire du Tour de France, est-ce qu'il y a déjà eu des compétitions de vélo et des choses comme ça. Et puis, donc on met tout ce contenu et on va envoyer des liens. Donc là, par exemple, sur la page cyclotourisme, on a fait des liens en provenance de 21 sites différents. Et bien sûr, on arrose un peu tout le site. On bâtit aussi l'autorité de la page d'accueil. Alors là, on était sur un site qui avait déjà une bonne autorité. Hein. On est dans l'univers du tourisme et sur le niveau des offices de tourisme. Et puis le 14 octobre 2021, l'annonce officielle du Tour de France est faite, enfin du tracé, pardon. Et donc là, on peut mettre en ligne notre page qui a été préparée soigneusement sur le Tour de France et puis cette page sur le contre-la-montre de Rocamadour. Maillage interne, tout le contenu qu'on avait déjà fait, on améliore notre maillage interne et puis là aussi, on va envoyer des liens directement sur ces pages. Alors, normalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on doit recevoir aussi des liens naturels. Hein. Notre contenu va favoriser, je vous en parlerai juste après cet exemple, l'apparition de liens. J'ai été regarder, si on n'avait rien fait, leur page sur le contre-la-montre de Rocamadour aurait reçu 4 liens,
2 en dofollow et 2 en nofollow, et leur contenu sur le cyclotourisme, lui aussi, a reçu 4 liens. Donc voilà, donc on a donné un coup de pouce à la réalité grâce au netlinking. Qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats? Donc ici, on voit le moment où on a commencé à travailler avec eux. Ils étaient plutôt dans une phase descendante. Donc à la fois sur toute la période avant le Tour de France, nos liens ont permis aussi à aider à capitaliser et à gagner des requêtes. Et puis pour le Tour de France, explosion du trafic du site, puisque là, il y a énormément de requêtes autour de cet événement. Et qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, comment on a construit cette autorité thématique grâce au netlinking? Alors, je vous disais tout à l'heure, et j'ai focusé ma présentation uniquement sur un seul outil, Majestic. Alors attention, hein, Majestic, ce n'est pas tout, c'est un indicateur parmi d'autres. En fait, donc, je vous le disais, il y a 3 éléments qui sont mesurés pour les liens, et il y a beaucoup d'idées reçues. Première idée reçue, on a l'impression qu'il faut avoir des sites qui ont du trafic. Donc ici, vous avez l'ensemble des domaines référents qui pointent sur notre page Tour de France, qui proviennent tous de notre travail. Et donc, on voit que finalement, ces sites ont peu de trafic. Donc, alors, c'est un bon indicateur, hein, un site qui a du trafic, ben on est sûr qu'il n'est pas pénalisé, ça se comporte plutôt bien, mais ce n'est pas ça que Google mesure. Google mesure la thématique, la puissance et l'autorité. Pardon, la sémantique. Hop, voilà, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Ensuite, on nous dit qu'il faut des sites qui reçoivent beaucoup de domaines référents. Alors oui, les sites reçoivent des liens qui leur apportent de l'autorité, mais ce nombre de domaines référents n'est pas un indicateur en lui, c'est la qualité des liens qu'ils reçoivent, et il n'y a pas besoin de recevoir énormément de liens pour recevoir beaucoup d'autorité et de puissance. On voit ici celui qui en a le plus. On nous parle aussi de l'indexation. Il faut que les pages soient indexées. C'est une idée reçue, j'ai déjà fait une conférence sur le sujet, mais là, dans cet exemple, on voit qu'il y a quelques pages, et même une bonne partie, hein, un tiers des pages qui ne sont pas indexées, et pourtant, elles transmettent de l'autorité. Alors attention, ce ne sont pas les sites qui ne sont pas indexés, ce sont des articles. Et puis, le rank domaine, c'est chez Ahref sa façon de calculer le PageRank. Ahref est un outil que j'aime beaucoup, mais pour la mesure de la puissance des liens, il est pas très bon à mon sens. Voilà, on voit que le plus puissant 43, donc c'est une bonne valeur. Le plus faible 1,6, c'est plutôt très faible. Et je vous ai rajouté ici l'autorité mesurée par Majestic, et là on voit que tous les sites ont une forte autorité. Ce qui est important aussi, c'est la sémantique. C'est-à-dire qu'on a construit un profil de lien naturel. Donc on est sur une page qui parle, ou un univers, parce que c'est pas qu'une page, et Julie en parlera tout à l'heure, c'est tout un univers sémantique qui a été construit. Donc on est autour du vélo et du tourisme. Donc on a bien évidemment des sites qui sont spécialisés sur le vélo, qui font des liens. On a ensuite des sites spécialisés sur la Dordogne, qui font également des liens. Et puis on va avoir des sites sur le sport en général, des sites sur le tourisme et le voyage en France, et puis des sites d'information, des blogs, des sites généralistes. Voilà, on a construit un profil de lien diversifié, très thématique et très sémantique, et c'est comme ça qu'on a pu construire cette autorité. Voilà. En allant un petit peu plus loin dans l'analyse du profil de lien, on a ici le site de la vallée de la Dordogne, et on a un profil de lien en hérisson ou en pelote, la couturière qui plante ses épines. Les sites qui nous font des liens sont indépendants les liens des autres. C'est intéressant. Parce que, alors, il peut y avoir des liens, c'est pas grave, mais un des gros dangers en netlinking aujourd'hui, c'est le réseau de liens et les connexions qui peuvent y avoir de façon trop forte entre les sites. Donc ici, on a un site Vacances à vélo qui fait un lien vers la vallée de la Dordogne. Il reçoit son autorité d'un autre site dans le voyage, entre autres, hein, dans son profil de lien. Donc là, on voit qu'il y a un transfert d'autorité. Lui-même reçoit son autorité d'autres sites dans l'univers du voyage. C'est comme ça qu'on va finalement concentrer le jus vers la page que l'on veut faire monter. Et on voit ici des choses qui sont potentiellement inquiétantes. On voit que là, on a un site qui fait de la liaison entre plusieurs sites. Alors, si on regarde, c'est un annuaire, donc c'est pas grave, parce que les annuaires vont faire des liens vers des centaines, des milliers de sites, et donc il n'y a aucun souci. Là aussi, on voit que les liaisons sont faites par des annuaires. Un Gaston Mag, il y a un gros annuaire. Ici, SEO Taco, qui est un outil SEO qui fait des liens vers tout le monde. Il y a 170 000 pages qui sont récensées chez eux, sites, pardon, et donc il n'y a pas de problème pour ces liaisons qui sont faites. Le profil de lien est très propre. En termes de résultats, voilà, une très belle 4e place sur la requête Tour de France. Excessivement compétitive. Voilà. Le 3e, pareil, on a déjà fait d'autres conférences. France Télévisions, c'était un autre client à nous, mais qui avait plus de moyens. Et puis les indétrônables, le site officiel du Tour et Wikipédia. Très rapidement maintenant, on va voir les 2 facteurs, comment ils vont pouvoir se concilier. Donc on a l'usage de dire qu'il y a 3 piliers dans SEO.
le on-site fondamental qui va valoriser vos contenus. C'est-à-dire que vos contenus vont être rapides, efficaces, il n'y a pas de problème technique qui les gêne. Votre contenu va favoriser le netlinking. Je vous parlais tout à l'heure d'une link betting. Hein. Plus vos contenus sont bons, plus normalement vous devez naturellement recevoir des liens, même si on a vu qu'on allait pouvoir donner un petit coup de pouce à la réalité. Et votre netlinking va crédibiliser vos contenus, vont leur donner de l'autorité. Et c'est cet ensemble qui va nous permettre. Donc, sur ces 3 piliers, un élément, un point de départ, on va dire plutôt un pilier préliminaire finalement, la stratégie. Donc avec Youda, on va pouvoir regarder quels sont nos segments de marché, comment on performe dessus par rapport à nos concurrents. Là, j'ai repris un petit exemple que j'avais pris en conférence. Donc imaginons que nous sommes Aquarelle, donc je suis très fort sur ma marque Aquarelle, c'est normal, et mon concurrent Interflora n'y est pas. Mais sur les autres segments, donc sur Fleurs Anniversaire ou Fleurs des Fêtes des Mères, je suis plus performant. Par contre, sur les roses et la livraison de fleurs, c'est Interflora qui est devant moi. Et sur le bouquet de mariage, les deux manquent de performance. Donc déjà, on a une petite vision de comment on peut se comporter. En allant un peu plus loin, on va avoir la taille des différents segments de marché. Ici, on voit que la livraison de fleurs est le plus gros segment de marché. Et puis, nos performances par différents segments, on voit qu'on est très peu performant sur le bouquet de mariage. On n'a que 6,7% de performance, et donc on va pouvoir aller segment par segment regarder justement. Donc là voilà mon segment livraison de fleurs, j'ai un gain potentiel de trafic de 76 000 visiteurs, ma performance, j'ai mis pour ce test juste 100 mots-clés dedans, on peut le regarder mot-clé par mot-clé, quel gain on peut avoir en termes de potentiel SEO, ou de ads, ou de shopping, ou d'image. On va aller un peu plus vite et je te redonne la parole, Julie, à tout à l'heure. Merci. Alors effectivement, lorsqu'on travaille une autorité thématique, il faut savoir donc, que l'autorité thématique fait l'objet d'une stratégie de contenu à part entière. Et qui dit stratégie de contenu dit évidemment adresser l'ensemble de ces personas, enfin chacun de ces personas sur l'ensemble du funnel de conversion, sur l'ensemble des 4 étapes qui composent cet entonnoir de conversion. Ce qui suppose de bien connaître sa cible. Et j'insiste sur ce point-là parce que on peut avoir plusieurs personas, mais qui vont avoir des pratiques différentes, des besoins différents, des niveaux d'expertise également différents. Et on va devoir considérer tout ça pour produire des contenus qui soient vraiment personnalisés en fonction des personas et faire en sorte que le message parvienne bien à la cible. Et puis, on a les sujets informationnels que Mickaël a traités tout à l'heure, puisque effectivement, dans le cas du Tour de France, l'une des grosses stratégies a été de produire un maximum de sujets informationnels. Et vraiment, c'est un point à ne pas négliger, puisque les besoins des utilisateurs, leurs problématiques passent par des contenus informationnels. Aujourd'hui, c'est vraiment une porte d'entrée non négligeable. Là, concrètement, si je dois vous proposer par ordre chronologique des actions qui peuvent être implémentées dans votre stratégie de contenu, on a le content mapping qui, selon moi, est véritablement un indispensable dans la stratégie de contenu. Là, on a un extrait d'un content mapping que je vous expliquerai juste après. Mais avant tout, il convient de définir ce qu'est le content mapping. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un inventaire des contenus existants sur votre site qui vont être classés par persona, par thématique et en fonction des différentes étapes du funnel de conversion. Et quels objectifs, au pluriel, déjà de prendre du recul sur la production de contenu, sur le patrimoine dont je dispose déjà, pour identifier ce qu'on appelle les trous dans la raquette, à savoir les personas les moins adressés. D'ailleurs, dans le cas ici présent, donc l'entreprise, la société a comme cœur de cible un sportif expert, un sportif confirmé, et on se rend compte, après établissement du content mapping, qu'il a complètement omis d'adresser son cœur de cible. Ensuite, on a donc les étapes de l'entonnoir de conversion les moins couvertes. Donc, il va falloir veiller à conserver un équilibre entre chacune de ces étapes et pour chacun des personas, et puis les thématiques sous-exploitées. Petite astuce, alors moi je vous recommande vraiment de partir sur un tableur pour concevoir le content mapping. Pas besoin d'investir des milliers et des cents dans un outil voilà, dédié. Le tableur fait très bien le boulot, donc un Google Sheet, un Excel, c'est très bien. Ce qui va vous permettre également d'aller plus loin dans l'analyse de la production, dans le patrimoine de contenu en, pourquoi pas, établissant des tableaux croisés dynamiques, des graphiques, pour avoir un aspect un petit peu plus visuel, j'ai envie de dire, de la production déjà effectuée.
Donc là, l'idée, je vous l'explique brièvement. Donc, on va en première colonne faire donc l'inventaire de tous les titres avec les URL dédiés. Ensuite, le canal. Là, en l'occurrence, c'était volontaire. On s'est focalisé sur le canal blog. Les formats. On va devoir s'assurer que les formats soient bien diversifiés. Donc, certes, on est sur majoritairement des contenus éditoriaux, textes, et pour autant, on peut varier les formats. C'est pas parce que on produit un article que tous les articles se ressemblent, pas du tout. On peut avoir des articles longs, des articles courts, des articles de type dossier. Tout dépend du persona, de son niveau d'expertise, également de quelle étape du funnel, au niveau de quelle étape du funnel on se situe. La thématique, donc là, dans le cas du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va appliquer un filtre thématique, histoire d'avoir uniquement les contenus qui nous intéressent à ce moment-là, les personas adressés. Donc là, on constate qu'on a un grand nombre de contenus multi-personas. Si en soi, c'est pas tellement embêtant d'avoir du multi-persona, mais veillez à ce que ce ne soit pas une majorité, parce que il y a un principe en marketing qui dit que lorsqu'on souhaite s'adresser à tout le monde, en réalité, on s'adresse à personne. Donc, malheureusement, les chances de conversion sur ces contenus-là sont finalement assez faibles. Donc, vraiment, veillez à bien cibler vos contenus et à faire en sorte que les contenus multi-persona soient marginaux. Les étapes du funnel de conversion que j'ai précédemment expliquées. Et puis enfin, dans un contexte SEO, rajouter également les focus keywords pour éviter les potentiels risques de cannibalisation. Veillez à ce que chacun de vos contenus soit bien associé à un mot-clé unique. Voilà donc pour le content mapping. Hop. Ensuite, autre chose à ne pas négliger, donc le choix des mots-clés. Et le choix des mots-clés repose sur une analyse minutieuse en 4 étapes. Donc, la réponse aux objectifs, à la stratégie de l'entreprise, que Michael a très bien décrit à l'instant, donc sur laquelle je ne reviens pas. Ensuite, on a la seconde étape, donc qui est la vérification des volumes de recherche. Alors, pas pour sélectionner on va dire de façon un petit peu aléatoire les volumes de recherche les plus élevés. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça qu'il faut envisager le volume de recherche, à moins d'être un site extrêmement armé et ayant une autorité de domaine déjà assez élevée. En vérité, le volume de recherche, qu'est-ce qui va nous indiquer tout simplement l'intérêt d'une audience vis-à-vis de la requête en question. Savoir que si j'ai, par exemple, un mot-clé dont le volume de recherche est à 0, hélas, le potentiel de clic vers ce contenu-là, si on utilise ce mot-clé-là, sera également à 0. Donc, il faut utiliser un minimum de volume de recherche. Voilà, donc on n'a pas peur des petits volumes de recherche. Le tout est que on ne soit pas sur des mots-clés dont le volume de recherche soit à 0. Et ensuite, ce que je vous recommande, c'est d'analyser les pages de résultats de vos mots-clés. Page de résultats Google. J'entends pour identifier 2 éléments. Déjà, la difficulté du mot-clé. C'est-à-dire que si vous constatez que parmi vos concurrents principaux, vous avez des mastodontes du web qui ont déjà une autorité, on va dire générale bien développée, très autoritaire, et que vous n'êtes pas suffisamment armé, on va peut-être être plus raisonnable et s'orienter vers des mots-clés plus accessibles. Et dans un second temps, on a également l'intention utilisateur que va nous donner la page de résultats Google. Des intentions utilisateurs, on en a plusieurs. Voilà, informationnelles, transactionnelles, navigationnelles. Donc, l'idée va être d'adapter les contenus que l'on va créer en fonction des intentions utilisateurs déterminées, préétablies par Google, pour être sûr que les contenus que l'on produit ne soient pas en décalage avec ce qu'attendent Google et les utilisateurs. Troisième chose à faire, l'optimisation de l'existant. On a fait notre content mapping, on a la base de l'existant. Donc, l'idée, c'est qu'on va chercher à capitaliser sur les contenus qui performent déjà. Il y a une petite, effectivement, analyse à faire donc, du côté des KPIs, voir si certains contenus sont, on va dire, des pépites, entre guillemets, et l'idée va être de les optimiser pour les rendre encore plus visibles. Puis, si j'ai des contenus qui sont qualitatifs, mais qui ne drainent pas la visibilité escomptée, je vais également les retravailler dans le but de les rendre plus visibles.
Donc là, je vais analyser chacun de ces contenus-là en termes de qualité, en termes de mise à jour. Est-ce que les contenus sont toujours d'actualité? Également en termes de trafic, comme je l'évoquais. Et puis, selon les mises à jour identifiées, je vais regarder qui sont les principaux concurrents SEO sur les focus keywords, les mots-clés principaux de chacun d'eux pour m'inspirer de leurs bonnes pratiques, voir s'il y a des terminologies peut-être à privilégier, certaines terminologies qui reviennent souvent, par exemple, un niveau d'expertise déjà plus ou moins poussé, les infos qui ressortent du côté des contenus concurrents. Donc, je vais m'inspirer de ce que fait la concurrence et puis je vais également rajouter de la matière parce que l'idée va être de faire mieux que la concurrence. Ce qui me permet de faire la transition avec le point suivant qui est la qualité des contenus. Véritablement, si j'ai un conseil à vous donner quand vous construisez vos contenus, veillez à rester user-centric, à mettre vraiment l'utilisateur au centre et à se demander systématiquement ce que le contenu va apporter d'utile afin de maximiser la rétention sur votre site web, soit à l'inciter à poursuivre, à attiser sa curiosité et donc l'inciter à poursuivre sa navigation, ou alors à l'inciter à revenir sur votre site web parce qu'il aura jugé le contenu comme étant intéressant et se dira bah tiens, ce site-là aura peut-être d'autres choses intéressantes à m'apporter. Et puis également d'asseoir sa légitimité, comme je l'évoquais tout à l'heure. Travailler le EAT. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de l'EAT. Pour rappel, les 4 piliers de l'EAT, expérience, expertise, autorité, confiance. On sait que c'est un sujet qui a véritablement le vent, plus que jamais d'ailleurs, le vent en poupe ces derniers mois. D'ailleurs, les dernières core updates nous l'ont bien montré, avec des focus majoritairement sur cet aspect-là, EAT. Donc, vraiment, ne négligez pas cette partie-là. Puis enfin, n'ayez pas peur de l'intelligence artificielle. C'est véritablement une alliée. Pourquoi donc on en arrive à ce combo gagnant, intelligence artificielle plus surcouche SEO plus ensuite le rajout de votre patte humaine. L'idée c'est pas de publier des contenus produits, des contenus produits par l'IA tels quels. Pas du tout. L'idée, c'est vraiment de gagner un maximum de temps sur la structure du contenu, peut-être sur un premier jet, pour justement nous focaliser sur le reste, sur la partie qualitative, sur l'EAT et en ajoutant notre patte humaine de telle sorte que le contenu soit un petit peu plus fluide, agréable à la lecture pour l'utilisateur, en ajoutant par exemple certains éléments déterminés par notre charte édito, le tone of voice, par exemple. Comment parler d'autorité thématique, sans évoquer le cocon sémantique, qui est vraiment, d'un point de vue du contenu, la stratégie phare pour améliorer son autorité thématique. On n'aura pas le temps d'entrer dans le détail du cocon sémantique. Si le sujet vous intéresse, on a déjà produit plusieurs webinaires, d'ailleurs que vous pourrez retrouver les replays sur notre site, mais je pense qu'il est important de rappeler rapidement les étapes et la définition également du cocon sémantique, qui consiste ni plus ni moins qu'à optimiser l'architecture et le maillage interne via des pages dont les mots-clés seront relativement proches d'un point de vue sémantique afin de couvrir toute la thématique en long, en large, en travers, dans les moindres détails, pour être sûr d'être un maximum visible. Concrètement, donc les étapes brièvement, donc encore une fois, le content mapping vous sera d'une aide précieuse pour déjà faire l'état des lieux de ce dont vous avez déjà à votre disposition. Deuxième étape, on va faire le point sur la manière dont les concurrents ont traité la thématique que je cible. Donc là, je pars du principe que je souhaite améliorer mon autorité thématique sur les EPI et que j'ai l'un de mes concurrents, l'un de mes gros concurrents qui est le site ManoMano. Et là, je vous donne cette petite astuce. Donc, le site .manomano.fr plus in title et entre guillemets EPI. Et là, donc, j'arrive à ce constat. 336 résultats produits, donc ayant un lien avec la thématique EPI, produits par ManoMano. Donc là, je vais faire un petit tri.
Il y a fort à parier qu'il y ait beaucoup de contenu transactionnel, et ce qui m'amène donc ensuite à avoir uniquement les contenus informationnels sur la thématique EPI. Et d'ailleurs, Mano Mano est un très bon exemple en matière de cocon sémantique. C'est un très bon élève sur le sujet qu'on prend souvent en exemple, qui a tendance à vraiment nous livrer le cocon sémantique sur un plateau, dans un meilleur confort de navigation de l'utilisateur. On retrouve vraiment tous les contenus informationnels au même endroit pour une meilleure fluidité, une meilleure navigation. Troisième étape, créer les contenus que je n'ai pas abordés, qui pourtant ont été abordés par ma concurrence afin de compléter la thématique. Ensuite, le maillage interne, qui c'est une stratégie un petit peu particulière dans le cas du cocon sémantique, puisqu'il va falloir veiller à ce que il soit bien hermétique, qu'il n'y ait pas de fuite du jus SEO qui mènerait potentiellement vers d'autres contenus de votre site, mais qui ne font pas partie du cocon. Et enfin, la mise en place d'actions netlinking pour alimenter, pour arroser le cocon sémantique en jus SEO. Alors, un petit schéma pour résumer ce que tu évoquais. Ici, on a notre site avec sa page d'accueil. Ici, on a simplifié avec 3 silos vraiment indépendants. On voit le maillage interne avec les pages mères qui pointent vers les pages filles. Donc là, on est sur du maillage descendant, et les pages filles qui pointent vers les pages mères du maillage ascendant. On n'a pas mis les liens pour les pages sœurs. Donc là, on a une bonne étanchéité avec les différents silos, une bonne structuration, mais effectivement, il va falloir apporter du jus à son cocon. Donc, on va travailler le netlinking vers sa page d'accueil, vers ces pages piliers qui sont celles qui vont générer le plus de trafic également, mais on peut aussi, et on peut alimenter son cocon de l'intérieur, identifier ses contenus informationnels ou transactionnels, ils peuvent, mais généralement on va éviter d'avoir des contenus transactionnels trop loin de notre page d'accueil, et donc on va envoyer des liens un peu partout sur notre cocon pour lui apporter de l'autorité, bien sûr, des liens thématiques, sémantiques, voilà, et puissant. Alors, comment fonctionne cette transmission du jus? Donc, j'ai ma page d'accueil. Pour simplifier, on va imaginer qu'il n'y a que ma page d'accueil qui reçoit des liens. Ça simplifiera le projet. Donc, voilà, j'ai des sites à l'extérieur qui me font des liens. On va dire qu'ils me transmettent du jus. J'ai donné une valeur arbitraire, des points de PageRank, on va appeler ça. Donc là, je reçois 9000 points. Donc ma page d'accueil reçoit 9000 points, c'est un petit site, je n'ai que 30 liens qui sortent de ma page d'accueil, donc ces 9000 points vont être divisés par mes liens sortants, et donc ça va amener 300 points à chacune de mes pages qui reçoivent des liens depuis ma page d'accueil. Alors c'est une version très simplifiée, là on est sur du surfeur aléatoire pour les puristes, mais c'est pas grave, on comprend bien. Comme ça. Ma catégorie blog, elle, a un peu plus de liens, donc elle reçoit 300 points de jus, et je divise par les 50 liens qui sortent, et voilà, à 2 clics, je n'ai que 6 points de jus, à 3 clics, je n'ai plus que 0,12 points de jus pour mes pages, et à 4 clics, je n'ai plus que 0,024. On voit qu'on est 4 millions de fois plus faible que ma page d'accueil, en étant à 4 clics sur un site qui fait entre 30 et 50 liens par page. Donc il y a une énorme perte de jus, et si on a un contenu équivalent ou proche sur la page d'accueil, ou en tous les cas qui cible le même mot-clé, il aura beaucoup plus facilement de possibilités de se positionner que notre page. Il y aura une cannibalisation, mais ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce que ça donne concrètement? J'ai en mémoire, il y a quelques années, un client qui me dit « Je ne comprends pas, j'avais une super page qui marchait très très bien, on voit 22 000 visiteurs sur cette page, et puis mon trafic s'est cassé la gueule, je suis pénalisé, je ne comprends pas ce qui se passe. » Alors, en regardant plus loin, on voit que ok, le trafic a chuté assez rapidement, mais le nombre de mots-clés sur lesquels la page se positionne, lui, chute beaucoup plus lentement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, cette page s'est éloignée de sa page d'accueil et elle a perdu du jus, puisqu'elle ne recevait du jus que par cette navigation qui est une catastrophe en termes de diffusion de jus. On va le voir juste après. Alors, on a tendance à dire il faut éviter d'avoir des pages à plus de 3 clics de sa page d'accueil. Ici, on a une vision de Screaming Frog qui montre comment un site de taille moyenne peut être éclaté. Et on voit que 80% des contenus sont à plus de 4 clics de la page d'accueil. Donc en fait, c'est des contenus qui n'auront pas de trafic, qui auront beaucoup de mal à se positionner parce qu'ils ne recevront pas du tout de jus
avec le maillage interne. Donc comment doit-on faire en fait pour diffuser correctement son jus à l'intérieur de son site? C'est travailler son maillage interne, hein, ce que tu disais Julie tout à l'heure sur le maillage de votre cocon, mais c'est pas vrai uniquement pour le cocon, c'est vrai pour tous les sites. Donc là, si je veux donner plus de poids à ma page, je vais partir de ma page d'accueil, je vais faire des liens vers des pages piliers et elles-mêmes vont faire des liens vers des pages secondaires ou informationnelles. Et là, on voit que j'ai gagné 5000 fois plus de jus sur ma page, puisque là, il y a une puissance de 12 au lieu de 0,024. Voilà comment tout simplement on va pouvoir mieux diffuser le jus à l'intérieur de son site en travaillant son maillage interne. Maintenant, regardons comment ça se passe sur un gros site. Tout à l'heure, on était à 9000 points de jus. Là, j'ai pris 400 millions de points de jus. Ça correspond à un Trustflow de 83. C'est la valeur du monde. Mais le monde n'a pas 50 ou 30 liens qui sortent de sa page d'accueil. Il en a 464. Et donc, voilà comment va se diffuser ce jus à l'intérieur du site. Et donc, quand je suis à 4 clics de cette page d'accueil du monde, je n'ai plus que 0,09. Tout à l'heure, on était à 0,024. Donc, on n'a que 4 fois plus de jus en ayant un article à 4 clics sur le monde que sur un petit site comme on a vu tout à l'heure. Tout ça, c'est dû à la division excessive finalement du jus de page en page. Et donc, si cet article à 4 clics de la page d'accueil sur le monde vous faisait un lien, voilà ce qu'il vous transmettrait. Donc vraiment, peanuts. Voilà. Donc, petit tips, justement en introduction de nos conseils, voilà, moi ce que j'appelle les stratégies de niveau 2, enfin je ne suis pas le seul à les appeler comme ça, on va envoyer des liens vers ces articles médias qui nous font des liens pour leur redonner de l'autorité, et on voit là, ces articles vont augmenter la puissance de mes liens, et là mon article va recevoir 1 million de fois plus de jus depuis mon article sur mon média, voilà. Donc ça c'est la théorie. Qu'est-ce que ça donne concrètement, si on prend un vrai exemple, là j'ai été regarder sur les échos, je prends un article qui est à une semaine, à 2 clics de la page d'accueil. Alors pourquoi je prends une semaine et pas un article du jour? C'est qu'il faut laisser le temps à Majestic de passer et faire les calculs. Et Majestic met à jour ses bases de données une fois par semaine. Un article qui est vieux de 2 semaines, qui va être à 3 clics de la page d'accueil, n'a plus que 12 de Trustflow. Un article de 2 mois qui est à 4 clics, il n'a plus que 7. Et un article qui est vieux de 4 mois, qui est à 5 clics, on voit, il n'a plus de jus ou une quantité infinitésimale, et donc il ne transmettra pas grand-chose au site ou aux pages avec lesquelles il fait des liens. Et puis ici, on m'a pris un exemple d'un article qui est à 5 clics de la page d'accueil sur les échos, qui a bénéficié d'une stratégie de N2, et on voit que Majestic identifie que cet article a, lui, de l'autorité, et quasiment autant qu'un article qui est à 2 clics. Donc voilà. C'était une petite introduction sur nos tips et outils. Alors, avant de rentrer dans ces éléments plus factuels, je vais vous rappeler un peu l'évolution de Google sur sa façon de mesurer cette autorité, parce que finalement, c'est notre problème, c'est qu'on veut tous avoir un site qui ait une référence dans son autorité, en travaillant son contenu, en ayant des bons liens, mais comment Google mesure ces choses-là? Donc ici, je vous ai repris un graphique qui est assez ancien, c'est un vieux brevet de Google, où c'était le premier où il parlait justement de cette autorité. Donc les sites avaient, voilà, on cherchait à comprendre le trust finalement, et donc il y avait ces segments, pardon, j'ai utilisé le terme de segment, il est inapproprié, ces topics. Voilà, donc il y a tout un tas de topics qui sont proposés par Google. Alors, il ne nous donne pas le nombre exact, et puis cette approche a évolué, et on est maintenant sur une approche où en fait il y a des seed pages, des pages sources, qui sont des pages reconnues comme faisant de l'autorité dans des thématiques, et plus on va être proche de ces pages, de lien en lien, vous voyez ici les liens qui sont représentés par des vecteurs. Alors ils vont aussi avoir une longueur et une épaisseur qui va être la quantité finalement d'autorité transmise, et Google va calculer la proximité que l'on a finalement de distance de lien en lien de ces pages d'autorité. Alors, désolé pour ces graphiques un peu complexes, l'idée qui est derrière ça, c'est que finalement cette autorité se mesure tout simplement par rapport à la distance de lien en lien qu'on a sur les pages qui font autorité. On ne cherche pas à être une page qui fait autorité. Google est parti au départ d'un échantillon qui était l'annuaire de Demos, qui étaient des articles et des pages qui étaient validés, des sites, pardon, par des humains. Il y avait 1 million de catégories pour 5 millions de sites qui étaient thématisés en 2011. Et Google a fait évoluer son algorithme et rajoute des nouvelles pages d'autorité, ce que ne fait pas Majestic parce qu'ils n'ont pas les éléments, c'est-à-dire qu'ils sont partis de la même base. Donc on a des résultats très proches, mais ce ne sont pas forcément les mêmes, à la fois sur les pages seed qui ne sont pas
toutes les mêmes, et puis sur le mode de calcul qui est un peu différent. Voyons justement la différence. Donc là, Google, j'ai pris les topics de l'API Natural Language. On a aussi des topics de Google sur Google Trends. Et on voit qu'ils sont légèrement différents. Alors là, j'ai pris volontairement une thématique où ils sont très différents et c'est significatif. La plupart sont très similaires de ceux utilisés par Majestic, qui étaient probablement ceux utilisés à l'origine par Google, mais Google a évolué dans le temps. Et on voit ici qu'il y a une confusion. Par exemple, le Business Financial Services, pour Majestic, traite autant la banque que l'assurance, même si les banquiers et les assureurs essayent chacun de faire les mêmes métiers, mais c'est deux métiers très différents. Et on voit que Majestic a aussi des topics qui n'existent pas chez Google. Donc, c'est une vraie problématique, et d'autant plus quand on sait que Google, quand il analyse un contenu, donc on peut se faire une idée de ça avec l'API Natural Language, c'est-à-dire qu'on lui donne un contenu, il nous donne un topic pour lequel il classe ce contenu. Donc sur Netlinking, on a créé un petit tool qui nous aide dans nos stratégies. Désolé, pour l'instant, on ne peut pas le partager, mais ce sera bientôt le cas sur Yuda. Donc là, j'ai pris l'exemple de la garantie décennale. J'ai mis un article qui est dans le top 10 sur garantie décennale, et Google le classe en analysant le contenu dans l'assurance et dans la construction. Et donc notre tools nous dit voici les topics que l'on doit utiliser chez Majestic, et c'est ce qui nous aide à bâtir nos stratégies de netlinking. J'ai pris un autre article qui lui aussi est dans le top 10 sur garantie décennale. Et là, Google ne le voit que dans l'assurance, et donc on n'aura pas les mêmes liens. Et un troisième article, lui aussi dans le top 10, et là, Google ne le voit que dans les travaux. Donc on a besoin de cette finesse pour bâtir une autorité puissante. Voilà. Et maintenant, autre outil, excuse-moi, je faisais une petite transition qui va nous permettre de compléter cette stratégie de ce développement. Je te remercie. Effectivement, tout à l'heure, j'évoquais l'optimisation de l'existant. Et là, SEMJ va grandement vous aider. Ça va être un véritable gain de temps puisque SEMJ va vous identifier directement les termes, les intentions de recherche qui vont être favorisées par Google pour une requête donnée à un instant T. Donc ça, on le retrouve sur la capture de gauche, qui est une capture de notre éditeur. Donc là, du gain de temps, ça va être aussi éviter d'optimiser un petit peu à l'aveugle, sans outil. Là, on a vraiment les termes qui vont être favorisés par Google. Et puis à droite, la capture de droite, on a une vue de notre module page, qui est notre module d'aide à la priorisation des contenus à optimiser, où SEMJ va ordonner les contenus selon leur potentiel de clic, selon leur performance actuelle. Donc, qui est matérialisé sous la forme des 5 ronds rouges que vous voyez là. Plus on a de ronds rouges, plus le potentiel est important, ce qui permet, dans le cadre des contenus, des stratégies de contenu les plus riches, des cocons sémantiques les plus fournis, de vous aider vraiment à savoir par quel bout prendre ce travail d'optimisation. Et puis, on a également ce petit warning juste à côté de la colonne, donc mot-clé principal, qui indique que vous avez déjà X contenus optimisé sur le même mot-clé principal. Donc, c'est notre warning alerte cannibalisation qui nous dit attention, vous êtes en train de travailler plusieurs contenus qui se battent littéralement en fait sur les pages de résultats. Voilà donc pour ce qui est de la priorisation et de l'optimisation des contenus déjà existants. Et puis, hop, slide suivante, donc l'utilisation du module idée de contenu, où là, en revanche, SEMJ va vous aider à identifier les nouvelles opportunités de contenu que vous pourriez travailler. Il vous suffit donc de saisir votre thématique, et SEMJ établit la liste de tous les mots-clés donc connexes à votre thématique que vous pourriez travailler dans ce contexte de travail d'autorité thématique. Ce qui va vous aider à la fois dans le travail d'analyse des mots-clés, puisque SEMJ va vous remonter uniquement les données inhérentes à ce travail d'analyse, celles que je citais précédemment. Et puis, ça va vous aider également grandement dans la création des cocons sémantiques, puisque on a une petite nouveauté chez SEMJ, grande nouveauté en réalité, puisqu'on a désormais cette vue en mind map que vous pouvez voir juste ici, directement dans le module d'idées de contenu, qui clusterise les mots-clés ressortis donc par SEMJ grâce à l'IA, ce qui vous permet vraiment, encore une fois, de gagner un temps fou. Et puis donc pour terminer, donc on arrive au terme de ce webinaire. S'il y a 3 points à retenir
pour améliorer son autorité thématique, d'une part, veillez bien à mettre vos personas, vos cibles au cœur de la stratégie de contenu. C'est important pour maximiser vos chances de conversion derrière et être sûr que les messages arrivent bien à destination. Le travail de cocon sémantique, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le travail, on va dire, la stratégie phare à adopter pour améliorer son autorité thématique d'un point de vue donc du contenu, en couvrant, comme je le disais tout à l'heure, dans les moindres détails, toutes les spécificités de la thématique. Et on a également cette question de maillage interne à ne pas négliger, maillage interne et externe, qui permet de terminer, Michael, avec le dernier point. Voilà, donc effectivement, le cocon se prolonge à l'extérieur de votre site. Le but, c'est pas d'avoir que des liens en quantité, mais des liens de qualité qui sont dans la même sémantique que vous et qui vous apportent de l'autorité dans la bonne thématique. Et voilà, donc des liens puissants, thématiques et sémantiques, ce sera mon dernier conseil. Voilà, et on en arrive avec cette courbe-là qui est la courbe anonymisée de l'un de nos clients, donc chez SMJ, qui a à la fois entrepris une vraie stratégie de contenu et également qui l'a couplée avec une stratégie de netlinking, donc tout à fait en parallèle. Donc, on voit bien cette courbe bleue qui représente l'augmentation du nombre de domaines référents, donc là on fait référence au netlinking, et en parallèle cette courbe jaune qui représente donc la stratégie de contenu, la création des contenus du client. Et donc, mathématiquement, cette courbe orange qu'on aime bien voir, qui représente la progression du trafic. On passe aux questions? Ouais. Je vais répondre à la première puisqu'elle est sur les backlinks. Donc, question de Guillaume, et puis qui a été votée par plein de personnes. Les backlinks nofollow ont-ils concrètement un poids pour gagner en autorité? Non, ils ne servent à rien dans le calcul de l'autorité. Google ne prend pas en compte pour le calcul du PageRank les liens nofollow, mais votre profil doit être naturel. Et puis, on a des éléments que je n'ai pas abordés ici. Le trafic que vous allez recevoir sur vos pages est quand même pris en compte par Google. Donc, des liens nofollow type réseaux sociaux peuvent être intéressants parce qu'ils vont vous amener du trafic. Hop, je vais passer à la seconde. Hop, puisque on évoque le contenu, un site généraliste aura donc moins d'autorité sémantique sur chacun de ses sous-sujets qu'un site très spécialisé. Qu'est-ce qui compte réellement, le nombre de pages sur une thématique ou bien la proportion de pages parlant de cette thématique par rapport au nombre de pages totales du site? Ce qui va être important, on a cette notion de quantité, effectivement, puisque je disais tout à l'heure qu'il faut multiplier donc les contenus sur la thématique en question, mais la notion de qualité, chose qu'on retrouve pas forcément dans la question, donc je digresse un tout petit peu, elle est vraiment importante. Donc, encore une fois, c'est la notion de persona qui est à mettre au cœur. On n'est pas uniquement sur de la quantité, j'ai envie de dire. Donc, veillez à bien respecter les différentes recommandations qu'on vous a partagées. C'est pas évident. Voilà, tout ça pour conclure sur le fait que c'est pas évident de répondre à cette question-là. Il n'y a pas de vraie réponse tranchée. La notion de qualité est nettement, va être vraiment, vraiment importante dans ce contexte-là. Hop. Comment choisir les sites qui renforcent notre autorité? Alors, déjà, votre contenu de qualité doit vous permettre de recevoir des liens, en théorie. Après, ça va dépendre du secteur d'activité. Vous êtes entrepreneur de pompes funèbres, vous aurez du mal à avoir du link betting. Par contre, vous lancez un super contenu sur l'IA, on parlera plus facilement de vous. Donc, comment choisir? Donc, ça peut être soit avec des partenariats, on va aller écrire à des gens, demander, négocier, voilà, ou tout simplement acheter les liens. Alors, mes conseils que je vais donner dans le choix, ça va être d'essayer de construire un profil de lien qui semble naturel et varié. Ensuite, j'ai besoin d'avoir des liens donc de sites qui sont proches sémantiquement et même j'irai plus loin, c'est-à-dire que si j'avais qu'un seul
enfin qu'un seul type de regard, j'irai sur la sémantique. Donc je préfère moi des sites bien thématisés, spécialisés sur le vélo, qui voilà, et qui vont me faire des liens sur le vélo. On peut aller plus loin en cherchant maintenant des sites qui font autorité dans l'univers du vélo. Donc on va regarder des sites qui vont avoir du trust flow en sport cycling. Voilà comment je vais pouvoir aller. Attention, des garde-fous, il y a énormément de plateformes de vente de liens et de personnes qui éditent des sites pour vendre des liens. On a même des liens à 1 euro aujourd'hui. Je pense que vous en avez pour votre argent. Le but, c'est pas une quantité de liens, c'est de bien choisir ces liens et que ces liens vous transmettent de l'autorité, de la popularité et qu'ils soient proches sémantiquement. Question suivante. Hop. Est-ce que les cocons sémantiques peuvent contribuer à créer, renforcer l'autorité sémantique? Combien de personnes pour mettre en place une bonne stratégie de cocon sémantique? Alors effectivement, c'est l'objectif de renforcer l'autorité thématique, de travailler donc le cocon sémantique. Donc on va chercher vraiment à couvrir toute la thématique et donc de multiplier les contenus tant en termes de quantité mais également en termes de qualité, sur d'asseoir son expertise. Après, donc pour ce qui est de la deuxième question, c'est un petit peu délicat, effectivement, si vous êtes une petite équipe. On ne saurait que trop vous recommander de vous faire accompagner dans la création de vos contenus, puisque ne serait-ce que les étapes que je vous ai présentées, notamment l'étape de content mapping qui est assez chronophage, l'étape de cocon sémantique également, toute la partie dimensionnement du cocon sémantique peut prendre un petit peu de temps. Donc si vous êtes une équipe restreinte, vraiment faites-vous accompagner par une agence spécialisée, une agence de création de contenu, une agence SEO, pour être sûr que les choses soient faites vraiment dans les règles de l'art. Sachant que c'est pas une fatalité d'être un petit site, c'est plus dur, c'est plus long effectivement d'acquérir de l'autorité thématique quand on démarre petit, j'ai envie de dire, mais c'est pas non plus impossible. Il suffit d'avoir les bons codes, les bonnes étapes, mettre en place les bonnes actions pour y parvenir. Alors, on nous demande quel est le site le mieux pour suivre la santé de son netlinking et s'il faut désavouer les liens toxiques qui pointent vers notre site. Alors, en termes d'outils pour suivre votre netlinking, aujourd'hui, j'en privilégierai 2. Majestic, parce que c'est le plus précis dans la notion d'autorité. L'intérêt de Majestic aussi, c'est qu'il ne présente pas, il cherche pas à présenter le maximum de liens, il retire un peu du bruit, je vais dire, et ça rend plus lisible. Il y a Babar, qui est super bien, qui est français également, qui va avoir lui aussi une approche d'autorité, de popularité et de sémantique, et c'est même le seul à proposer avec sa notion de force induite, donc c'est très intéressant également. L'outil est constamment en développement, donc, mais bon, c'est une autre approche. Les autres outils type SEMrush et Ahref, alors il y en a plein d'autres, le problème c'est qu'ils vont n'avoir qu'un seul score. Par contre, voilà, donc la mesure va être moins bonne. Le problème pour suivre la santé de son netlinking, il va falloir lire entre les lignes. Alors, jusqu'à l'année dernière, je disais, vous embêtez pas avec le désaveu de liens. Google a lui aussi communiqué sur le fait que finalement, ils arrivaient à trouver les liens qui n'avaient pas d'intérêt. Ils n'en tenaient tout simplement pas compte pour éviter le négatif SEO. Par contre, depuis la link spam update du 13 décembre, moi, j'ai identifié quelques cas où des sites ont été pénalisés à cause des liens qu'ils recevaient. Il y a 2 types de liens qui peuvent être pénalisants de façon vraiment très 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 limitée. Je n'ai identifié que 4 sites comme ça parce qu'ils reçoivent des liens provenant d'un réseau de sites, c'est-à-dire que ces sites qui font des liens sont eux-mêmes énormément maillés entre eux avec des couches de sites derrière, et ça a été vraiment ponctuel. C'est pas parce qu'on reçoit des liens de ces sites qu'on est pénalisé, mais c'est dans des cas très particuliers, dans des thématiques très précises où Google a voulu un peu taper sur la table, et il y a des gens qui ont été pénalisés à cause de ça. Et puis il y a un autre fléau qui est beaucoup plus important aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle le hot linking. C'est quand vous avez des gens qui finalement
génèrent du contenu à l'appel de façon industrielle, avec des vols d'images, ou donc généralement ces gens créent des contenus sur des blogspots de façon automatisée en créant des centaines de milliers de pages. Au lieu de mettre des images dans leur contenu, ils vont tout simplement vous voler vos images, mais ça veut dire que vous hébergez les images de personnes. Donc il y a des techniques pour se protéger de ça, et là ça peut être intéressant de désavouer des liens. J'ai vu aussi des problématiques avec des liens d'affiliation et les redirections en chaîne qui peuvent poser des problèmes. Donc oui, dans certains cas, on peut arriver à préconiser de désavouer certains liens, mais ça demande un audit de backlink très poussé et d'experts, et ça fait partie des compétences de netlinking. Et voilà, on est les plus poussés sur ce domaine, et si vous avez des inquiétudes par rapport à vos liens, n'hésitez pas à nous solliciter pour un audit de liens très poussé. Les clients pour lesquels on l'a fait n'ont pas du tout été déçus, bien au contraire, ont été éblouis par la qualité de ce qu'on a rendu. Désolé, Julie, j'en ai profité pour me faire un peu de pub. Je te redonne. Pas de souci, aucun problème. Pouvez-vous répéter donc les 4 étapes du funnel de conversion? Tout à fait. Donc, le funnel de conversion, c'est l'un des concepts fondamentaux du marketing, qui n'est pas propre d'ailleurs au content marketing ou au web marketing. On a cette première étape donc d'information, soit d'évangélisation autour d'un sujet. Donc, on va rester finalement, on va sensibiliser. C'est ça, c'est le mot. Sensibiliser l'utilisateur justement au sujet que l'on traite. La deuxième étape, c'est l'étape de considération, où là, l'utilisateur a manifesté un intérêt pour le sujet donné. Donc, il est, il a avancé un petit peu dans l'entonnoir de conversion. On a la phase de conversion, justement, qui est la troisième étape. Et là, donc, l'utilisateur est prêt à passer à la phase de conversion, quelle qu'elle soit. Mais il a potentiellement besoin d'éléments complémentaires pour être sûr de son choix. Mais en tout cas, il sait qu'il va passer à la conversion. Il va peut-être à ce stade-là faire une petite analyse de vos concurrents pour savoir quel est le meilleur prestataire ou le meilleur site e-commerce selon votre profil pour effectuer cet achat, par exemple. Et ensuite, on a la toute dernière étape qui est l'étape de fidélisation, où là, on va chercher à à faire revenir le client. Enfin, là, on est en phase, d'ailleurs, on parle plus de prospect, on parle véritablement de clients. Donc, on va chercher à le faire adhérer, cette fois-ci, non plus au produit, mais vraiment à la marque que vous représentez. Comme ça, si il a un autre besoin, ultérieurement, il pensera à vous avant de penser à vos concurrents. Voilà. Je crois que, alors je ne sais pas si on a le temps pour une toute dernière question, Michael, parce que je vois qu'il y a pas mal d'autres questions liées au netlinking. Ok, je vais en grouper 2 qui me semblent intéressantes, et très vite. Donc on nous demande le budget. Alors effectivement, il faut être clair, hein, si vous êtes ambitieux et que vous voulez une courbe comme celle que l'on a devant les yeux, il faudra investir. Pour te donner des exemples, Olivier, sur ta question pour la vallée de la Dordogne, bien évidemment, je ne vais pas te donner le budget, mais si on part sur une stratégie avec une centaine de domaines référents, qui me semble intéressant, on va prendre, alors il y a différents prix dans les liens et différentes puissances. Je vais prendre une moyenne de 200 € par lien, donc on serait sur 20 000 € de netlinking. Après, il y a de l'accompagnement éditorial, donc on doit pouvoir faire avec un peu moins de budget ou un peu plus en fonction de ce que l'on veut, mais le ROI derrière, et ça peut se mesurer. Voilà, donc j'ai répondu très rapidement. Et puis, on nous pose la question d'alternative à Majestic. Oui, la data de Majestic est un peu out of date, mais il y a 4 ans, il y avait une conférence qui avait été faite par Sylvain Perronnet et Kevin Richard, qui avait montré que cette data était plutôt très bonne et qu'ils arrivaient à deviner grâce à cette data les premières positions de Google. Voilà, c'est la moins pire. Et pire, c'est méchant quand je dis ça, c'est très correct. On a fini? Ah, je ne t'entends plus, Julie. Pardon. Ouais. Je disais qu'on aura hélas pas le temps de traiter les autres questions. Néanmoins, pour toutes les questions inhérentes au contenu, n'hésitez pas à me solliciter sur LinkedIn.
Je me tiens à disposition pour les questions, soit auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre aujourd'hui, soit qui vous viennent ultérieurement. Et de même, hein, n'hésitez pas à me poser des questions sur LinkedIn également, ce sera le plus simple. Je tâcherai d'essayer de vous trouver une réponse adéquate. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Et on vous dit. Partager ça avec toi. Mais le plaisir était partagé, Michael. Un grand merci à toi et un grand merci à tous pour votre participation. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.